Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous entamions notre réunion de ce jour. Monsieur le ministre, nous sommes très heureux de vous accueillir pour votre première audition devant notre commission. En votre qualité de ministre chargé de l'Europe, vous connaissez bien les lieux puisque vous étiez membre de cette commission et un membre actif dans la législature passée. Donc, bienvenue à vous et nous sommes évidemment heureux de pouvoir vous interroger sur les conclusions du dernier Conseil. Avant de venir à l'ordre du jour, je voudrais dire au nom de notre commission nos pensées et notre solidarité vis-à-vis de l'Espagne et des nombreuses victimes qui sont à déplorer. Évidemment, nous ne connaissons pas encore le bilan définitif, mais cela illustre à nouveau à quel point notre Europe est confrontée au dérèglement climatique et à quel point il nous faut continuer à agir collectivement. Et je crois que c'était important de redire cette solidarité au nom de notre commission. Je le disais, l'ordre du jour de notre réunion porte sur les résultats du Conseil européen des 17 et 18 octobre dernier. La situation en Ukraine a évidemment été abordée et nous n'oublions pas ce que traverse le peuple ukrainien depuis maintenant plus de 2 ans. Le Conseil européen a ainsi réaffirmé la nécessité d'intensifier le soutien militaire et d'accélérer la livraison de systèmes de défense aérienne, de missiles et de munitions. Et ce soutien à l'Ukraine reste évidemment essentiel pour le peuple ukrainien dans son effort de résistance, mais aussi pour la sécurité de toute l'Union européenne. Et je souhaite que ça reste un axe de travail fort de notre commission et nous aimerions évidemment vous entendre, Monsieur le Ministre, sur ce premier point. Le dernier Conseil s'est également prononcé sur la situation au Proche-Orient, situation évidemment dramatique. Il a appelé à un cessez-le-feu rapide à Gaza et au Liban. Et à rappeler évidemment la nécessité absolue de parvenir, en tout cas de faciliter l'accès de l'aide humanitaire. Il a aussi rappelé la nécessité de libérer tous les otages qui, je le rappelle, sont retenus depuis plus d'1 an désormais dans la bande de Gaza. Enfin, dernier point évoqué par le Conseil, même s'il y en aura d'autres, mais dernier point à mon avis important à soulever. Le Conseil a invité la Commission à faire une proposition législative pour accélérer les retours de migrants en situation illégale depuis l'Union. Et l'objectif est là très clair, faire diminuer l'immigration illégale tout en préservant les voies légales de migration et d'asile, qui reste évidemment un point central de la politique européenne en la matière, et la mise en œuvre du pacte asile et migration. Et moi, je souhaite que nous puissions évidemment aborder ce sujet, notamment l'accélération de la mise en œuvre de ce pacte, qui, je pense, devrait être une priorité politique. Voilà quelques-uns des points qui ont été abordés lors de ce dernier Conseil. Je voudrais, avant de vous entendre, Monsieur le Ministre, peut-être revenir aussi sur 3 points rapidement. Et là aussi, nous aimerions vous entendre. La situation en Géorgie, où les élections se sont tenues le week-end passé et qui ont été marquées par des pressions et peut-être certaines irrégularités, en tout cas des soupçons qui pèsent. Donc nous aimerions savoir quelle est la position et le regard de la France sur ces élections et redire qu'il ne peut pas y avoir d'adhésion à l'Union européenne sans le plein respect du pluralisme politique, des libertés fondamentales et du respect de l'état de droit. Le deuxième sujet concerne l'adoption par la Commission de droits de douane supplémentaires pouvant aller jusqu'à 35% sur les importations de voitures électriques. Là, je crois que c'est une décision importante qui marque notre détermination à lutter contre les pratiques déloyales de nos compétiteurs chinois et à protéger la filière automobile européenne. Là aussi, votre analyse serait importante. Et puis un dernier mot aussi, ça a été largement commenté aujourd'hui pendant la question au gouvernement, mais pour m'inquiéter de l'accélération des négociations entre la Commission et les pays du Mercosur. L'accord envisagé est une menace pour nos intérêts agricoles. Et donc, comme l'a très clairement indiqué le président de la République, il ne saurait y avoir d'accord sans respect des accords de Paris et sans les clauses miroirs. Donc là aussi, je crois que ce serait important que vous puissiez nous redire la position du gouvernement et celle que le gouvernement français défend auprès de nos partenaires européens. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule et je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. C'est vraiment un honneur pour moi de retrouver cette commission des affaires européennes pour cette première audition. Avant de répondre à tous les points que vous avez évoqués, effectivement, qui sont très importants et qui ont été au cœur du dernier Conseil européen, Monsieur le Président, je voudrais vraiment vous répéter ma disponibilité
ma volonté de travailler pleinement avec les parlementaires sur nos priorités européennes. Vous avez eu la gentillesse de mentionner mon implication au sein de cette commission des affaires européennes lors du mandat précédent. Je crois profondément au rôle que peut jouer, que doit jouer la diplomatie parlementaire pour faire entendre la voix de la France en Europe, pour échanger avec nos collègues parlementaires aussi bien du Parlement européen que des États membres, mais aussi pour représenter, amplifier la voix de la France dans tous les grands forums, toutes les grandes conférences, tous les think tanks en Europe où on débat des grands enjeux stratégiques, économiques de l'avenir de notre continent, où la France doit être présente et représentée. Je voudrais vous dire aussi à cet égard que non seulement je me tiens à la disposition de la Commission, bien sûr, en marge des conseils européens, lors des grands débats qui touchent les priorités françaises en Europe, mais que je serais très intéressé, et je voudrais dire que c'est aussi une priorité du Premier ministre, à réfléchir avec vous à des formats pour associer les parlementaires nationaux le plus en amont possible des débats sur les textes européens. Il y a bien sûr les transpositions de directives européennes, mais faire en sorte que vous puissiez tous être associés aux côtés du Parlement européen, des organes de la Commission et du Conseil dans l'élaboration de textes qui ont évidemment des impacts directs sur nos intérêts. Vous en avez mentionné plusieurs, Monsieur le Président. Ça peut être aussi par le biais d'ailleurs de débats 50-1 à l'Assemblée nationale. Ça peut être en faisant venir des membres de la Commission européenne, des représentants européens devant cette commission en amont de ces textes. Mais en tout cas, je me tiens vraiment à votre disposition dans tous les formats que vous jugez utiles et nécessaires pour faire en sorte que les parlementaires soient associés à cette réflexion. Et enfin, un dernier point en ce sens, au-delà de la défense de nos intérêts en Europe, l'un des objectifs prioritaires de ma mission est aussi de faire vivre nos priorités européennes et l'Europe dans nos territoires. Sur tous ces sujets, je me suis rendu dans les dernières semaines dans la Sarthe pour voir une usine de tracteurs innovants financée par les fonds régionaux. Il y a quelques jours dans l'Isère sur la problématique des semi-conducteurs qui est au cœur de nos enjeux d'autonomie stratégique. Et là aussi, je me tiens à la disposition des parlementaires aussi pour faire remonter vos problématiques. Et je voudrais d'ailleurs en dernier point liminaire dire que m'excuser déjà par avance de devoir partir un peu plus tôt que prévu, puisque je suis envoyé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, pour le représenter au Canada pour une conférence sur les enjeux humanitaires de la situation en Ukraine. Mais vous dire vraiment que si je n'ai pas le temps ou si je n'ai pas les réponses suffisamment précises à vos questions, mon équipe prendra attache avec vous et vous donnera des réponses dans les 48 heures et que vraiment nous sommes à votre disposition en général pour travailler sur toutes vos priorités. Monsieur le Président, vous avez mentionné en effet les sujets qui ont fait l'objet du dernier Conseil européen et je voudrais répondre aux points effectivement prioritaires que vous avez soulignés. Bien sûr, le soutien à l'Ukraine. Le président Zelensky s'est rendu devant les chefs d'État et de gouvernement au dernier sommet du Conseil européen pour présenter son plan de victoire que la France soutient. La poursuite du soutien militaire, économique à l'Ukraine dans sa résistance à la guerre d'agression que mène la Russie depuis le 24 février 2022 est une priorité absolue pour notre pays qui est partagée par nos partenaires de l'Union européenne. Je dis ça bien sûr à quelques jours d'une élection américaine qui aura un impact sur l'avenir de la garantie de sécurité américaine en Europe, la relation transatlantique et bien sûr le soutien américain à l'Ukraine. Notre position à cet égard est claire. Nous devons collectivement, en Européens, nous donner les moyens de continuer à soutenir l'Ukraine, quelles que soient les décisions qui sont prises outre-Atlantique. C'est la stabilité du flanc est de notre continent, la défense de nos valeurs de liberté et de démocratie, la sécurité de nos intérêts stratégiques qui est en jeu. À cet égard, parmi les enjeux qui ont été discutés lors du Conseil européen, je voudrais souligner notamment que nous sommes tout près de finaliser un prêt de 50 milliards de dollars financés à partir des intérêts générés par les avoirs de la Banque centrale russe qui ont été immobilisés en Europe. Ce prêt sera financé à 20 milliards par les Européens, 20 milliards par les Américains, 10 milliards par les autres acteurs du G7 et notre souhait est qu'ils viennent essentiellement soutenir l'effort de guerre, l'effort militaire des Ukrainiens. Vous savez, les intérêts qui sont générés par ces avoirs immobilisés génèrent 2-3 milliards d'euros
par an. Une première tranche d'1,4 milliard d'euros a été fléchée au soutien militaire à l'Ukraine en août dernier. Et désormais, nous utiliserons ces intérêts pour financer cet emprunt. Il y avait encore au moment du Conseil quelques blocages, pour revenir dans les détails si vous le souhaitez, quelques blocages aussi bien côté américain que côté hongrois, mais je crois que nous sommes en train de les surmonter. Donc cet instrument viendra continuer le soutien militaire à l'Ukraine, en plus des autres outils que la France soutient. Je pense notamment au renouvellement de la facilité européenne de paix. Au Proche-Orient, vous avez rappelé, Monsieur le Président, la position qui est celle de la France, celle d'aboutir à un cessez-le-feu immédiat qui garantit la sécurité d'Israël, la libération inconditionnelle des otages. Je voudrais rappeler bien sûr que nous avons toujours 2 otages français détenus par les terroristes du Hamas à Gaza, Ohad Yahaloumi et Ofer Calderon. L'accès à de l'aide humanitaire aux civils, palestiniens comme libanais, bien entendu, et la relance du dialogue politique régional et avec notamment, qui aboutira notamment à la création d'un État palestinien souverain aux côtés d'Israël dans la sécurité d'Israël. Je voudrais souligner à cet égard l'effort diplomatique que mène la France aux côtés de ses partenaires européens, avec bien sûr la conférence de soutien au Liban qui s'est tenue à Paris le 24 octobre avec plus de 70 pays, dont bien sûr nos partenaires de l'Union européenne, qui a permis de mobiliser près d'1 milliard de dons, soit plus que les objectifs d'ailleurs des Nations Unies, 800 millions qui iront à l'aide humanitaire à la population civile du Liban et 200 millions pour le soutien aux forces armées libanaises pour qu'elles reprennent le contrôle du territoire. Et c'est cette voie que la France continue de porter avec ses partenaires européens. Sur la question des migrations, qui ont fait évidemment l'objet de beaucoup de débats lors du Conseil européen, tout d'abord, dire que c'est une exigence qui, au fond, est partagée par l'immense majorité aujourd'hui des citoyens de l'Union européenne et des États membres de répondre collectivement à ce défi migratoire en maîtrisant notre immigration et en contrôlant nos frontières extérieures de façon collective. La création de la zone Schengen, qui a permis la libre circulation des biens des personnes au sein de l'Union européenne, a été une avancée historique pour notre Union, mais quand on ouvre les frontières intérieures, on doit être capable de se doter d'un véritable contrôle, une maîtrise de nos frontières extérieures et d'aider notamment les États qui se retrouvent en première ligne face à ce sujet. Je pense notamment à l'Italie et à la Grèce. Et à cet égard, la priorité de la France, côté d'ailleurs de beaucoup de nos voisins européens, est, vous l'avez dit, Monsieur le Président, la mise en œuvre rapide, accélérée du pacte asile-immigration qui a été adopté lors de la mandature précédente et qui permet notamment une meilleure sélection, une première sélection des demandeurs d'asile à la frontière de l'Union européenne. Ça a été une avancée notamment qui a été accélérée lors de la présidence française de l'Union européenne après des années de blocage. Et à cet égard, cette mise en œuvre accélérée doit aussi se faire dans le respect de l'équilibre de ce qu'a été le pacte asile-immigration pour que chaque partenaire aussi puisse voir ses intérêts défendus au mieux et préservés lorsqu'on avance sur ce pacte. C'est inscrit dans les conclusions du Conseil européen. À cela se rajoute la réouverture du débat sur la directive retour. Vous savez que ça ne faisait pas partie de l'ensemble des mesures du pacte asile-immigration qui permettra de faciliter les expulsions, les retours. C'est une priorité du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur avec qui je travaille beaucoup sur ces sujets, sur la dimension européenne évidemment des sujets migratoires. Et le troisième volet qui est prioritaire pour nous, c'est l'intégration de la question migratoire et de la nécessité de maîtriser l'immigration dans les dimensions externes de la politique européenne. Je pense au visa, à la conditionnalité de l'aide au développement et à des partenariats plus robustes avec les pays de transit et de départ sur tous les plans économiques, administratifs. On a eu des exemples ces derniers mois, notamment avec le partenariat de l'Union européenne avec la Tunisie, notamment, qui a permis vraiment d'enregistrer des résultats, une baisse des départs en Méditerranée centrale. Donc, ça fait partie de ces précédents à examiner, mais là, je pense qu'on a vraiment un enjeu structurant pour l'Union européenne dans la façon dont elle gère la question migratoire avec ses partenaires de la rive sud. Un autre élément qui a fait l'objet aussi de débats lors du Conseil européen et qui touche en premier lieu nos partenaires d'Europe centrale et orientale, je pense notamment à la Pologne et aux États baltes, c'est la question de l'instrumentalisation des migrations, de la guerre hybride au fond qui est menée notamment par le Bélarus
au sujet de la question migratoire et vous verrez dans les conclusions du Conseil que nous avons collectivement à cet égard exprimé notre solidarité, notre soutien avec la Pologne et les États qui sont affectés par cette instrumentalisation des migrations. Cette question migratoire, je voudrais vraiment le souligner, je suis sûr qu'on y reviendra dans les débats, elle est prioritaire pour le gouvernement et elle nécessite des réponses européennes. Comme l'ont montré d'ailleurs l'exemple récent de l'Italie, face à des enjeux si complexes, qui demandent des moyens, qui demandent de la solidarité, qui demandent d'ailleurs aussi, je voudrais rajouter, le renforcement des moyens de Frontex et la nécessité de pouvoir atteindre nos objectifs de 10 000 gardes-frontières au sein de Frontex. Ce n'est que par la coopération européenne et la mise en œuvre rapide des solutions que nous avons déjà adoptées que nous pourrons obtenir des résultats durables. Sur les autres points que vous avez mentionnés, qui effectivement ne faisaient pas partie des conclusions du Conseil, mais qui sont des sujets européens absolument structurants. Bien sûr, la question de la Géorgie, et je voudrais y rajouter aussi d'ailleurs la Moldavie, parce que nous avons vu les ingérences russes massives directement chez nos voisins, des pays candidats à l'Union européenne, dans lesquels nous soutenons l'aspiration européenne des peuples géorgiens et moldaves. Les conclusions des rapports des observateurs électoraux ont démontré de façon très claire que les élections en Géorgie n'étaient pas libres, n'étaient pas équitables. Elles font état de menaces, d'intimidation, de recul démocratique, quand on lit le rapport du Parlement européen. La Géorgie a fait le choix, soutenue par l'immense majorité de sa population, a fait le choix d'être candidate à l'Union européenne. Quand on est candidat à l'Union européenne, ça implique des responsabilités, vous l'avez dit, le respect de l'état de droit, l'intégrité des élections et le respect des valeurs qui sont au cœur des critères de Copenhague et de notre Union. C'est pour ça que nous suivons avec énormément de vigilance, d'ailleurs, la situation dans les prochains jours, et notamment appelons le gouvernement à laisser les manifestants manifester de façon pacifique, sans violence. Nous avons exigé une enquête impartiale aussi sur les élections, et d'ailleurs je déplore à cet égard les décisions qui ont été annoncées aujourd'hui par le gouvernement géorgien de mener des poursuites judiciaires contre ceux qui s'interrogent sur les résultats des élections. Mais une fois de plus, face à ces tentatives de déstabilisation et d'ingérence à nos frontières, l'Union européenne doit résolument se réengager dans ces régions que trop longtemps nous avons négligées, que trop longtemps nous avons traitées comme des zones grises qui ont été des théâtres d'influence extérieure. On peut penser à la Moldavie, à la Géorgie, on peut bien sûr penser à l'Ukraine avant le début de la guerre d'agression de la Russie le 24 février 2022, ou encore aux Balkans occidentaux. Et à cet égard, la France soutient vraiment un réengagement massif de l'Union européenne dans cette région. Sur la question des droits de douane, voilà une initiative effectivement que nous soutenons. De quoi s'agit-il ? La Commission, il y a quelques mois, a lancé une enquête soutenue par la France contre les pratiques commerciales déloyales que mène la Chine en soutien à son industrie de véhicules électriques. Face aux conclusions de cette enquête, la Commission a proposé de mettre en place des droits de douane allant jusqu'à 35% sur l'importation de véhicules électriques chinois, qui ont été donc mis en effet depuis hier. Tout ça s'inscrit fondamentalement dans l'agenda qui est le nôtre depuis le discours du président de la République dans la Sorbonne en 2017, celui d'une Europe souveraine qui assume sa puissance sans naïveté, qui défend ses intérêts sur le plan sécuritaire en investissant massivement dans sa défense et dans les coopérations pour renforcer sa base industrielle européenne de défense, sur le plan commercial en imposant à nos partenaires commerciaux les mêmes normes d'équité, le même respect des pratiques commerciales loyales, sur le plan environnemental naturellement, et donc de voir l'Europe sortir d'une forme de naïveté et là se défendre face aux pratiques déloyales de la Chine est une bonne nouvelle. Je voudrais rappeler d'ailleurs au passage que l'administration de Biden a, elle, imposé des tarifs douaniers de 100% sur les véhicules électriques chinois. Donc si on ne veut pas, nous, après, se retrouver à être les dindons de la farce et à recevoir encore plus de véhicules électriques, il faut qu'on soit capable nous-mêmes de se défendre. Sur le dernier point, sur le Mercosur, Monsieur le Président, là, je voudrais vraiment réitérer, et je sais que c'est fait aussi cet après-midi par ma collègue Sophie Primas, ministre déléguée au commerce extérieur
au Sénat en ce moment même, la position extrêmement claire et ferme du gouvernement, du président de la République, du Premier ministre. Cet accord n'est pas acceptable en l'état. Il ne respecte pas nos exigences, aussi bien sur les questions de durabilité, le respect des clauses des accords de Paris, les clauses miroirs, que d'équité commerciale, notamment pour nos agriculteurs. Là aussi, la France n'est pas opposée aux accords commerciaux dans l'absolu. Si on regarde d'ailleurs les accords commerciaux de nouvelle génération, comme celui avec la Nouvelle-Zélande, qui précisément met d'ailleurs la question des accords de Paris au cœur, il nous semble aller dans le bon sens. Mais lorsqu'on a là, et c'est le cas de cet accord en l'état avec le Mercosur, qui ne respecte pas ces exigences, eh bien nous devons nous y opposer. Et donc notre diplomatie est extrêmement mobilisée d'ailleurs avec nos partenaires. À titre personnel, je me suis entretenu hier à ce sujet avec mes homologues danoises, polonais, chypriotes et grecs pour réitérer notre opposition et mobiliser nos partenaires. Je sais que les autres membres du gouvernement, je pense notamment à la ministre de l'Agriculture ou la ministre du Commerce extérieur, en font de même, et vous pourrez compter sur notre détermination et notre vigilance à ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ce premier tour de parole. Nous en venons maintenant aux orateurs de groupe. Et donc